Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur CCTV français. L'Arabie Saoudite a convoqué l'ambassadeur d'Iran pour protester contre les condamnations de Téhéran après l'exécution samedi du dignitaire chiite saoudienne Nimer Bakr al-Nimer. Ce dernier a été exécuté samedi avec 46 autres prisonniers, tous condamnés pour terrorisme. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a indiqué avoir remis à l'ambassadeur une lettre de protestation concernant les déclarations iraniennes qualifiées d'agressives. Il demande également à Téhéran de respecter les conventions internationales et de protéger des diplomates sur le territoire iranien après la multiplication de manifestations contre les exécutions dans plusieurs villes d'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères avait peu de temps auparavant convoqué le chargé d'affaires saoudien à Téhéran. Il avait fermement condamné l'exécution qu'il avait qualifiée de comportement irresponsable. Les exécutions ont suscité une vague de critiques dans la région. Des musulmans chiites ont défilé à Qatif, dans l'est de l'Arabie Saoudite. Au Yémen, le mouvement Houthi a fermement condamné l'Arabie Saoudite et qualifié Al-Nimer de guerre sainte. Des politiciens irakiens ont également condamné l'exécution et affirmé qu'elle visait à nourrir les dissensions religieuses dans la région. L'ancien Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a déclaré que l'exécution marquerait la fin du gouvernement saoudien. Khalaf Abdel Samad, leader du parti chiite Dawa au Parlement, a appelé à la fermeture de l'ambassade saoudienne à Bagdad. Au Liban, le Hezbollah chiite a qualifié l'exécution d'assassinat. Au Bahreïn, des manifestants qui ont défilé en arborant des images du dignitaire chiite exécuté ont été dispersés par la police à l'aide du gaz lacrymogène. Au moins 4 hommes armés et 2 membres de l'armée de l'air ont été tués samedi matin dans une attaque terroriste contre une base aérienne de l'armée indienne près de la frontière avec le Pakistan. La porte-parole de l'armée de l'air, Rochelle Da Silva, annonce qu'au moins 4 hommes armés sont entrés dans la base aérienne de Pathankot, à environ 430 km au nord de New Delhi, mais qui ne sont pas parvenus à pénétrer dans la zone accueillant les hélicoptères de combat. L'assaut a déclenché une fusillade avec les forces de sécurité qui a duré des heures. C'est la première attaque terroriste majeure en Inde cette année. Les représentants indiens disent qu'au moins 4 agresseurs et 2 membres de l'armée de l'air ont été tués et le restant des assaillants reste retranché dans un bâtiment de la base. Les forces de sécurité sont en train de mener une opération pour nettoyer la zone où il pourrait rester des intrus. Les représentants disent que les assaillants prévoyaient de détruire la base aérienne. Le Pakistan est notre voisin et nous voulons des relations pacifiques, non seulement avec le Pakistan, mais aussi avec l'ensemble de nos voisins. Nous voulons également la paix, mais toute attaque terroriste contre l'Inde recevra une réponse forte de la part de l'Inde. En Irak, l'opération de l'armée irakienne pour la reconquête de la ville de Ramadi se poursuit. Un responsable irakien a déclaré que l'armée avait repris environ 85% de la capitale de la province d'Al-Anbar et que la résistance des membres de Daesh était futile. Actuellement, 200 à 250 combattants continuent de tenir plusieurs zones de la ville. Si l'on compare cela aux 4000 extrémistes mentionnés dans un rapport que nous avons reçu de l'armée américaine avant l'opération militaire, nous pensons que ce chiffre suggère que Daesh a subi un gros revers. Les frappes aériennes ont beaucoup joué dans cela. Vendredi, Daesh a lancé une attaque contre l'armée irakienne à une quarantaine de kilomètres au nord de Ramadi. L'armée a réussi à repousser l'assaut. Selon Sabah al-Nouman, elle a détruit 6 véhicules chargés d'explosifs et tué plusieurs terroristes, alors qu'aucun blessé ou mort n'a été signalé de son côté. Toujours selon al-Nouman, cet assaut est un nouvel échec de Daesh qui cherche à briser le siège du gouvernement. Plusieurs corps d'armée, dont les forces spéciales et les unités antiterroristes, avanceraient dans l'est de Ramadi et seraient prêts à faire face à toute nouvelle attaque des militants de Daesh. En Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à la bombe près du palais présidentiel. La cible était un restaurant de Mogadiscio populaire. Parmi les journalistes, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais le groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, dit vouloir frapper encore la capitale. C'est le premier attentat à Mogadiscio de 2016. Ce reporter a sauvé sa vie et celle de ses amis. Le kamikaze est entré dans le restaurant portant un crochet. Il est passé devant nous, puis est revenu.
et s'est assis là où moi et 6 autres journalistes prenions le petit déjeuner. J'ai immédiatement remarqué sa veste d'explosifs. Je l'ai dit à mes amis et nous sommes sortis du restaurant avant qu'il n'enclenche le détonateur. C'est la 3e attaque que subit ce restaurant. Les autorités insistent cependant sur l'affaiblissement du groupe Al-Shabaab. Cela montre à quel point les terroristes sont désespérés, disent-elles. L'attitude des journalistes a été saluée. Il y avait 8 terroristes. 3 d'entre eux sont morts, abattus par les forces de sécurité. À ceux qui veulent nous attaquer, nous disons, vous allez subir le même sort. Les responsables somaliens disent qu'Al-Shabaab prévoyait aussi un attentat contre les quartiers généraux à Mogadiscio de la force AMISOM de l'Union africaine. Mais les agents de renseignement ont déjoué ces plans. Aux États-Unis, le président Barack Obama a déclaré dans son discours de la semaine qu'il ferait usage de son autorité exécutive pour réduire la violence par arme à feu. Le président américain a décidé d'agir à coup de règlement pour clarifier le système des licences fédérales de vente d'armes. Les vendeurs se disent inquiets concernant ces nouvelles mesures qui risquent de faire baisser leur chiffre d'affaires et aussi de violer le droit des citoyens à se protéger. À quelques kilomètres de la Maison-Blanche, où le président devrait annoncer de nouvelles mesures de contrôle des armes, les gens font la queue pour acheter des pistolets et les vendeurs savent pourquoi. Notre crainte est que ces nouvelles mesures ne rendent plus difficile la prise de possession d'une arme pour les gens qui veulent se protéger. Ça va faire baisser les affaires, en plus de violer les droits constitutionnels des citoyens. Bienvenue, démonstration de pistolets, protégez vos droits. Annette Elliott anime des démonstrations comme celle-ci depuis des décennies et elle pense que le gouvernement américain essaie depuis longtemps de s'immiscer dans le droit de chacun à posséder une arme et de faire fermer des magasins comme celui-ci. Les criminels vont toujours pouvoir se procurer des armes. Ils ne passeront pas les étapes légales puisqu'ils violent déjà toutes les lois. Seuls les gens qui respectent la loi seront pénalisés. Les mesures proposées n'ont pas encore été annoncées, mais elles devraient comprendre de plus grandes restrictions sur les revendeurs, des vérifications plus grandes du passé judiciaire des acquéreurs et des règles plus strictes concernant les déclarations de perte ou de vol des armes à feu. Le président américain devrait décider unilatéralement, le Congrès ayant échoué à trouver une législation appropriée. Ici, les gens croient que la possession d'une arme les rend moins vulnérables. Avec la multiplication des meurtres de masse, les ventes d'armes ont augmenté. Le président Obama pense que plus il y a d'armes en circulation, plus il y aura de meurtres de masse. Les deux camps présentent des chiffres différents pour soutenir leur argumentation. Les candidats à la direction des affaires à Taïwan se sont affrontés lors du dernier débat télévisé. Le débat a été diffusé samedi après-midi sur Sunli Télévision. Eric Chu du Kuomintang, James Song du Parti du Peuple en premier et Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique ont confronté leurs propositions économiques et sociales. Eric Chu a parlé des problèmes de l'énergie et de l'habitat social et a accusé le Parti progressiste démocratique de mettre en avant des propositions impossibles à réaliser. Le débat comprenait également des questions du public et des contre-interrogatoires des candidats. L'élection du dirigeant de l'île est prévue pour se tenir le 16 janvier 2016. Le même jour, les habitants de Taïwan éliront aussi leur législateur. Toujours en Chine, cela fait plus d'une semaine qu'une mine de gypse s'est effondrée dans le comté de Pingyi dans la province du Shandong à l'est de la Chine. Jusqu'ici, 11 des 29 mineurs qui travaillaient en sous-sol le 25 décembre de l'année dernière ont été secourus. La mort d'un d'entre eux a été confirmée et 17 autres restent bloqués à l'intérieur. 4 des mineurs manquants ont été localisés à 220 mètres sous terre. Ces 4 mineurs ont reçu des vivres à travers 2 trous qui ont été creusés dans la mine. Ils seraient dans un état stable. 2 trous d'un large diamètre sont en train d'être creusés pour leur venir en aide, mais les secouristes disent que cela pourrait prendre des jours avant de pouvoir atteindre les mineurs restés bloqués. D'autres trous sont également en train d'être creusés ailleurs sur le site pour trouver les 13 autres mineurs. Un passage de petit diamètre devrait être terminé pour aujourd'hui.
Et le premier exercice de sauvage utilisant une capsule de secours a été réalisé dans la section sud-ouest d'une mine gypse du comté de Pingyi. Cette mine située à l'est de la Chine dans la province du Shandong s'est effondrée. L'exercice consiste à extraire des mineurs piégés à 220 mètres de profondeur via deux énormes trous creusés dans la zone sud-ouest. Après l'exercice, un secouriste a fait la démonstration de l'utilisation d'une capsule de secours. Cette partie basse, jaune, mesure 1,4 m de haut. Avec la partie supérieure, la capsule fera 2 mètres. Si le tunnel souterrain est bas, on peut ouvrir la porte de la partie inférieure pour que les mineurs piégés puissent entrer. Si l'espace le permet, ils peuvent également utiliser la partie supérieure. L'épaisseur du sol est de 600 mm et une fois à l'intérieur, un gilet de sauvetage est mis à disposition. On n'est même pas à atteindre le nouvel an chinois, mais le système de transport en Chine a connu déjà un pic de fréquentation lors des vacances du nouvel an 2016. D'après le bureau ferroviaire chinois, le premier jour de janvier, le volume journalier de passagers à travers le pays a atteint plus de 7 millions de personnes. Des villes comme Shanghai, Beijing et Guangzhou y ont le plus contribué avec un volume de passagers atteignant respectivement 2 millions, 1 million et 1,2 million. Et à Suzhou, vendredi dernier, le flot de véhicules a atteint plus de 1,1 million, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière. D'autres endroits comme le Sichuan et Chongqing font également face aux mêmes défis. Le week-end de 3 jours du Nouvel An 2016 est un défi immense pour le système ferroviaire chinois. Cela fait suite au lancement du train à haute vitesse qui lie les villes du sud-ouest, Chongqing et Chengdu. Les autorités ferroviaires à Chengdu ont prévu 10 trains en plus et une voie supplémentaire pour permettre de relâcher un peu la pression. Des guichets de vente de tickets supplémentaires ont également été installés. La plupart des tickets de train Chongqing-Chengdu partent avant dimanche après-midi ont été vendus. Il ne reste que quelques tickets pour dimanche matin. L'encombrement se répand dans l'ensemble du pays. Nanchang est un lien vital entre les lignes qui connectent Beijing et Kowloon et Shanghai et Kunming. La première vague de passagers de l'année a vu environ 600 000 passagers au cours des 2 premiers jours de 2016. Le flot de passagers au cours des 3 jours de vacances du Nouvel An atteint un record. On prédit que le pic devrait être atteint dimanche. Le volume du trafic sur l'autoroute est également élevé. À Shanghai, les véhicules s'étendaient pare-choc contre pare-choc tout le long de la voie rapide. Parfois, il semble que les vacances en Chine ont besoin d'au moins 3 jours, car beaucoup de temps est passé à attendre. Cette année, les festivités du Nouvel An à New York sur Times Square ont été plus spectaculaires que jamais, mais cette fois-ci, l'événement était encore plus attendu que les années précédentes car il annonçait le début de l'année touristique Chine-États-Unis. L'ambassadeur chinois aux États-Unis, Cui Tiankai, a dit que l'événement allait renforcer les liens qui unissent les deux nations. L'année du tourisme Chine-États-Unis va jouer un rôle positif en approfondissant la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples des deux pays. Nous accueillons davantage d'Américains qui viennent visiter la Chine et nous encourageons davantage de Chinois à visiter les États-Unis. J'émets le vœu que les échanges au niveau des individus pourront renforcer les liens entre les deux pays. L'année du tourisme est le fruit d'un accord passé entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Barack Obama en septembre dernier lors de la visite d'État de Xi Jinping aux États-Unis. L'événement a figuré lors des célébrations du Nouvel An à Times Square. Au milieu des performances éblouissantes qui se sont enchaînées jusqu'à minuit, figurait une danse culturelle chinoise présentée par l'Association de l'amitié sino-américaine. Associant le ruban traditionnel chinois Dunhuang et danse Yi, le spectacle a mis en valeur des cultures anciennes et modernes venant du nord comme du sud de la Chine. Tout au long de l'année dernière, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine et aujourd'hui, découvrons à nouveau Yanbian, préfecture autonome coréenne située dans la province du Jilin. Très fiers de leurs racines et de leur culture, les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leurs instruments de musique et leurs danses.
la vie, les membres de la minorité coréenne puisent leur énergie et leur jeunesse d'âme dans le pouvoir de la musique traditionnelle, dont les rythmes sont relativement simples mais dont les racines remontent au temps les plus reculés, à l'époque où étaient pratiqués de nombreux rites chamaniques destinés à chasser les esprits malins et attirer les faveurs de Dieu. La légende raconte que le gayagum a été inventé au VIe siècle de notre ère par le roi Gachil. Le monarque se serait inspiré d'une cithare utilisée par des moines bouddhistes chinois venus évangéliser la péninsule coréenne. C'est une musique très rythmée, vous voyez, il faut utiliser ses doigts très rapidement. Dans cette école de Longjing, les fillettes apprennent à jouer du gayagum dès l'âge de 7 ans. On me suit. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 은경이라고 합니다. 是谁教你？我妈妈从小就教我练的。哦，你在家跟你妈妈学是吧？是。你下课以后，我们可以一起去你的家，你妈妈和你可以教我。哎呦。 这个还行，我来试一下，好吗？啊，还简单这个。Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est très facile et c'est enfantin puisque c'est exactement comme en Occident. Donc même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Changement de décor à Wangqing où un groupe de retraités interprète une danse agricole narrant une petite histoire humoristique. Ici, il s'agit d'un homme frivole et de femmes jalouses. L'homme finit ridiculisé et moqué par tous pour son comportement indécent. Eh ben, c'est pas toujours pour les danses coréennes, hein. Ces personnes derrière moi ont tous plus de 50 ans et ils sont bien plus en forme que moi. Les danses traditionnelles de ce type, que l'on appelle pungmul en coréen, ont des origines très anciennes et sont liées à des rites agricoles immémoriaux. Elles sont transmises de génération en génération et se jouent très souvent en plein air. Auparavant, seuls les hommes avaient le privilège de pratiquer la danse du ruban fixée à leur chapeau et qui met les cervicales à rude épreuve. Mais cette tendance a fini par se démocratiser et à s'appliquer également aux femmes. Hunchun est un village au climat rude, balayé par des vents glaciaux en hiver. Mais ses habitants estiment que le pouvoir de la musique leur réchauffe le corps et l'esprit dans les heures les plus froides. Le janggu, littéralement tambour à bâton, deuxième instrument le plus important en Corée, est devenu depuis un symbole du pays. La musique chez l'ethnie coréenne, vous avez vu, c'est de 7 à 77 ans. Les petites filles apprennent à jouer du piano à cordes. Chez les plus âgés, on peut aussi s'amuser, danser, chanter, jouer de l'accordéon. Donc en fait, la musique, c'est vrai, ça n'a pas d'âge. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.